Bien, bon, on va démarrer les, les- les deux conférences, les deux cours séminaires d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, en fait, les différentes interventions vont être centrées très clairement sur l'interface entre la chimie des polymères et, je dirais, la chimie douce ou la chimie minérale d'une façon plus globale. Alors, dans les cours précédents, je vous ai montrer en fait les différentes voies d'accès aux composés, aux nanomatériaux essentiellement de type oxyde, en suivant finalement différentes stratégies qui étaient toutes basées sur de la polymérisation minérale, que ce soit des réactions d'hydrolyse-condensation en phase aqueuse ou des réactions d'hydrolyse-condensation en phase organique. Bon, les précurseurs changent, mais je dirais que les principes de base restent les mêmes. Également, je vous ai montré pendant une leçon l'intérêt d'utiliser d'autres voies d'accès aux polymères minéraux, en fait, en particulier en vous parlant des processus non hydrolytiques, qui sont en général des processus thermiques et qui présentent en fait un certain nombre d'intérêts, en particulier lorsque l'on cible des matériaux pour la catalyse. Et également, donc la dernière leçon portait sur les polymères de coordination, où cette fois-ci, en fait, on assemble des métaux ou des clusters de métaux via en fait des molécules au moins bi ou polyfonctionnelles pour obtenir des matériaux hybrides, les fameux MOF, MIL ou autres, dont nous avons déjà débattu la dernière fois. Alors au niveau donc de l'interface polymère chimie douce sol-gel, je vais remonter un petit peu aux premières préoccupations en parlant un petit peu de la première communion entre les chimistes des polymères et les chimistes, je dirais, de la chimie minérale de l'époque. Vous savez que pour les polyméristes, un des points importants, c'est déjà la propriété mécanique du polymère. Et donc, d'optimiser, elle peut être augmentée grâce aux renforts, et en particulier les renforts minéraux. Et en particulier, les questions qui se posaient à l'époque, c'était des questions d'optimiser finalement l'interface entre les charges minérales et le polymère organique, typiquement un élastomère comme le polydiméthylsiloxane, renforcé par des charges qui étaient générées, vous voyez, via une chimie sol-gel in situ en utilisant, je dirais, des précurseurs classiques. Et en particulier, ce qui était recherché à l'époque, c'était une homogénéité visuelle, parce que homogénéité visuelle voulait dire également grande interface et interface la plus diffuse possible, donc finalement un retour sur les propriétés mécaniques, et en particulier les études de Mark ont montré qu'en fonction de la catalyse acide ou basique, je vous ai déjà dit la dernière fois qu'en fonction de la catalyse, on obtient des objets plus ou moins branchés ou des objets sphériques en fonction du mode de catalyse que l'on utilise pour hydrolyser les alkoxydes, par exemple, de silicium. Alors, vous voyez les années 84, 85, 89, il y avait une autre approche, c'était de compatibiliser, donc de rechercher cette homogénéité, qui était la suivante, c'était de se dire, on va essayer d'optimiser les interactions supramoléculaires entre de la silice générée in situ et puis des entités localisées sur le polymère qui puissent éventuellement, comme dans le cas présent, donner des réseaux de liaison hydrogène pour obtenir à nouveau ce qui était visé, c'est des grandes interfaces, une meilleure propriété mécanique et donc une recherche de l'homogénéité de la transparence. Et ça peut également s'obtenir, par exemple, sur des polymères de ce type, des polyimides de ce type, via en fait des greffons qui vont cette fois-ci s'accrocher sur la silice en croissance. Donc ça, c'était un petit peu les stratégies. Et bon, il y a une équipe qui a un petit peu utilisé les deux stratégies en même temps. Ce sont les équipes japonaises, en particulier Shusho et Saigusha, qui ont utilisé, vous voyez, des polymères qui sont des polyoxazolines, qui sont à la fois porteuses de groupements de greffons qui permettent finalement de créer une véritable interface avec la silice en croissance, et en même temps, vous voyez, qui présente un caractère fortement, je dirais, hydrophile, avec une potentialité d'échange de liaison hydrogène qui est assez marquée, et donc ça leur a permis d'obtenir des nanocomposites silice polyoxazoline transparents dans une très très large gamme de compositions, et à ce moment-là, ce que cherchaient les gens des polymères, je vous dis, c'est du renfort de polymères et un critère d'homogénéité qui était la transparence. Alors, la réponse, en fait, du côté des minéralistes et du sol-gel, c'était un petit peu la même chose. C'est-à-dire, on cherchait à l'époque
de la transparence, de l'homogénéité, parce que l'essentiel de la réflexion en recherche et en recherche également appliquée du côté des chercheurs qui faisaient du sol gel était tourné vers l'optique. Alors on cherchait finalement à obtenir des systèmes homogènes, transparents, et les démarches qui étaient suivies à l'époque, c'était des démarches à partir de précurseurs moléculaires. Bon, ça, ce sont des travaux qui ont été faits au laboratoire, où au lieu de partir d'un PDMS préformé, on part du précurseur du PDMS, on combine ça avec un alkoxyde de métal de transition qui va avoir le bon goût via l'hydrolyse condensation de servir de nœud de réticulation. Et en même temps, évidemment, vous savez tous que la chimie des PDMS et des silicones d'une façon générale, elle est catalysée en fait par les acides de Lewis. Donc en fait, le choix ici de l'alkoxyde va permettre d'obtenir des matériaux qui vont être tous transparents parce que ce sont des matériaux, des nanomatériaux. La taille des domaines, c'est typiquement 1 à 2 nanomètres. Mais surtout, le choix du métal va permettre de changer la distribution entre les chaînes et les boucles. Et ça, c'est quelque chose qui était connu dans la chimie des silicones, mais pas au niveau des matériaux. Alors, une autre approche, lorsque l'on s'éloigne, je dirais, de la chimie du silicium, eh bien, ce sont des approches qui ont été développées par Martin, vous voyez, à peu près dans les mêmes années que les équipes japonaises, où on va utiliser un précurseur alkoxyde de métal de transition, le zirconium dans le cas présent, garder des fonctions hydrolysables pour faire un réseau minéral qui est en bleu, et puis accrocher sur le précurseur une fonction complexante porteuse d'une fonction polymérisable, et on essaye de faire de façon la plus au niveau temporel, au niveau de la cinétique, de façon la plus commune, la mieux, je trouve pas mon mot. Oui, merci. Et donc de réussir à créer les deux réseaux de façon simultanée, je dirais. Et donc, ça permet d'obtenir des matériaux qui sont intéressants, sur lesquels on peut modifier les propriétés mécaniques en fonction des tas de charge, une interface sur laquelle on a un certain contrôle, et surtout de la transparence, parce que ces matériaux en particulier ont été parmi les premiers matériaux à être utilisés pour, en fait, l'optique sol-gel. Alors, une autre approche qui permet justement de partir de précurseurs moléculaires et d'éviter en fait les effets de retrait de solvant, par exemple, et qui créent également des interfaces covalentes, c'est, je vous en ai déjà parlé, mais je vous le rappelle, c'est d'utiliser en fait comme précurseur, au lieu de prendre l'organométallique de départ, le modifier via une réaction simple qui se fait à température ambiante, via une réaction de transalcolyse, pour obtenir, vous voyez, un précurseur dont les groupes partants vont être des fonctions alcool, mais surtout que le groupe partant va être polymérisable. Et à partir du moment où j'utilise comme solvant et comme groupe partant la même molécule, eh bien, je vais minimiser le retrait. Et à nouveau, je vais obtenir des systèmes qui vont être très homogènes, qui vont être intéressants pour l'optique. Et donc voilà, donc je mène de front hydrolyse, condensation et polymérisation radicalaire de l'acrylate pour obtenir des matériaux symbolisés par ce petit schéma simplifié avec des domaines minéraux et des chaînes en fait qui les relient. Et en particulier, donc, ça permet un façonnage direct des systèmes sans craquelure. Il n'y a pratiquement pas de contraction puisque tout le solvant est utilisé finalement pour former une monolithe. Évidemment, ce sont des systèmes transparents qui peuvent être intéressants pour l'optique. Ça, c'est juste un exemple. C'est un système à base d'oxyde de titane qui est développé au laboratoire. Et donc, on irradie finalement le système avec un laser. On change l'état d'oxydation du titane 4 en titane 3 pour créer un composé à valence mixte. Ça veut dire qu'il peut y avoir un saut d'électrons optiquement activé, ce que vous voyez finalement dans les différentes images. Ça permet donc d'imprimer en fait une composante optique, et en particulier, dans ce cas-là, vous voyez, c'est la partie minérale qui donne la propriété un peu intelligente, et c'est la partie organique qui en fait assure la mise en forme et les propriétés mécaniques. Alors donc, il y a toute une période dans laquelle les gens cherchaient de la grande homogénéité. Et dans les années, je dirais 92-93, j'ai croisé ce jeune japonais, donc Kazuki Nakanishi, à Kyoto, et c'est quelqu'un qui est très connu maintenant dans le domaine de la chimie minérale et du sol-gel, mais sa formation, c'est polymère. Et chez les polyméristes, il y a quelque chose qui était connu depuis longtemps, c'est d'utiliser finalement des problèmes de séparation de phase entre un polymère en croissance et son solvant pour faire des systèmes porogènes. Alors ce jeune, à l'époque, qui avait cette formation polymère, est arrivé dans le domaine sol-gel et il s'est dit, mais pourquoi je ne pourrais pas utiliser finalement le même concept, mais du côté des matériaux sol-gel ?
Et en particulier, ce qu'il a fait, bon, en jouant, vous voyez, sur la nature des précurseurs, sur les paramètres, parce qu'il faut contrôler finalement la dynamique de la séparation de phase, et également la dynamique de la transition sol-gel de la gélification. Si vous laissez évoluer la séparation de phase de façon illimitée, vous allez obtenir 2 phases, alors que si vous la bloquez par la gélification en jouant sur les paramètres physico-chimiques et sur la nature des précurseurs, eh bien, vous allez bloquer un moment, en fait, la séparation de phase pour créer un système hétérogène, mais de façon contrôlée. Et donc voilà bon, un schéma qui simplifie. On part d'un sol, on contrôle la séparation de phase entre le polymère sol-gel et le solvant contenant un polymère organique. On obtient un monolithe, et donc la séparation de phase génère finalement une macroporosité, mais qui est contrôlée à partir du moment où la physico-chimie nous permet de contrôler la transition sol-gel et la séparation de phase. C'est 2 cinétiques. Et au niveau, je dirais, mésoscopique, microscopique, eh bien, on peut avoir un contrôle sur la mésoporosité, soit parce que simplement elle est le résultat d'agrégation de petites billes de silice, et ça, les gens du sol-gel savent faire des petites billes de silice à peu près calibrées, soit parce que plus récemment, on peut utiliser des tensioactifs, c'est les travaux qu'il a développés récemment. Alors, pourquoi c'est intéressant? Bon, ben, vous voyez, c'est parce qu'on a des macropores et des mésopores, donc on n'est pas limité, je dirais, dans les flux, et ça, ce sont des matériaux qui sont très intéressants pour, par exemple, des applications en catalyse ou en chromatographie. Donc ce cliché vous montre ici la distribution du volume poreux en fonction du diamètre. Vous voyez, il y a vraiment 2 distributions, les tout petits pores, je dirais, et les pores plus grands, vous voyez, qui sont dus à la séparation de phase. Les petits pores sont dus, dans le cas présent, c'est une photo qui vous montre en fait un optimum de porosité grâce à l'utilisation des tensioactifs. Alors, c'est très intéressant, je vous disais, parce que vous n'êtes pas limité au niveau de la diffusion, et ce sont des systèmes qui sont très efficaces pour séparer les molécules, et en particulier, vous voyez ici un chromatogramme dans des temps, je dirais, très très raisonnables de dérivés benzéniques, avec donc une séparation très très efficace, et une mise en forme qui est également très intéressante, parce que, en fait, c'est de la chimie des polymères combinée avec du sol-gel. Ça a été développé, vous voyez, chez Merck. Bon, ça, c'est l'intérieur des colonnes. Et également, maintenant, je dirais, il y a toute une activité de l'équipe qui tourne autour de colonnes, je dirais, hybrides, avec des propriétés mécaniques un peu particulières. Alors, donc, chercher l'hétérogénéité et la contrôler, finalement, c'est un des points importants qui a permis, en fait, de démarrer je dirais, ce second mouvement à l'interface polymère et sol-gel. Alors donc il y a une autre façon de contrôler l'hétérogénéité, c'est de la fixer au départ en utilisant des polymères sous forme sphérique, des billes de latex, de polystyrène, et donc d'utiliser en fait ces billes pour en faire des dépôts, et ensuite simplement utiliser l'interface, donc l'interstice entre les billes, pour en fait minéraliser le système et obtenir en fait des répliques. Donc ça se fait, je dirais, de façon relativement évidente, au moins sur des dépôts en bidimension. Et donc, donc on utilise la chimie sol-gel traditionnelle, qui peut être en fait une chimie à base d'alkoxyde métallique non modifié, ou bien un alkoxyde, je dirais, hybridé, un organosilane. Donc ça, ensuite, donc, on fait le dépôt, puis on élimine le latex par lavage ou calcination pour libérer finalement l'empreinte, pour libérer finalement la mésostructure après avoir enlevé le latex. Et donc ça peut se faire, je vous ai déjà montré, je pense, ce genre de photo, très bien avec des silices hybrides par co-hydrolyse, vous voyez, d'un précurseur minéral et d'un précurseur de type organosilane. Alors bon, il y a toute une recherche qui concerne finalement l'utilisation de ces billes organiques, de ces billes de latex pour créer des structures à géométrie parfaitement contrôlée, ce qu'on appelle en fait des cristaux photoniques. Ce sont donc des structures périodiques qui forcément ont des pas, puisque les billes de latex, les tailles peuvent être calibrées pour être dans des domaines, je dirais, de quelques dizaines, centaines de nanomètres, des fractions de microns, voire plus. On peut calibrer finalement le pas des réseaux géométriques obtenus à la fin pour être en adéquation, je dirais, avec des longueurs d'onde de propagation électromagnétique, et en particulier la lumière. C'est grâce en fait à des structures de ce type que vous avez par exemple les effets d'opale, et également c'est de l'optique géométrique
qui en fait donnent la coloration en fait des ailes de papillon. Alors les longueurs d'onde transmises, ces réseaux en fait agissent comme un réseau qui diffracte de la même façon que les électrons sont diffractés par des rangées d'atomes, mais évidemment on ne travaille pas aux mêmes longueurs d'onde. Dans ce cas-là, on va travailler à des longueurs d'onde qui vont être des longueurs d'onde de la lumière, c'est pour ça que vous voyez ces couleurs. Mais donc les longueurs d'onde transmises dépendent donc de la géométrie et du pas du réseau, de l'indice de réfraction effectif du milieu et forcément de l'angle d'incidence. Donc il y a eu énormément de travaux où on passe, vous voyez, d'un système billes de polystyrène remplacé par de la silice, ou bien de l'oxyde d'étain, ou bien de l'oxyde de titane, plus intéressant parce que là on commence à avoir des indices beaucoup plus élevés, ou bien des systèmes où on part donc de billes de polystyrène, on fait une première empreinte en minéralisant pour former des billes de silice, on recouvre en fait les interstices, on élimine le latex, on recouvre les billes de silice avec un précurseur qui va permettre d'obtenir de l'élément silicium, et à ce moment-là, on peut obtenir donc des cristaux photoniques avec des indices de réfraction très forts de l'ordre de 4. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que, justement, on peut modifier la règle du jeu. Jusqu'à maintenant, l'organique, finalement, le polymère, il servait de gabarit. Et puis, en fait, ensuite, on le brûle, on l'élimine, parce qu'on veut garder les parties minérales. On peut faire l'inverse, c'est ce qu'a fait Ozin, un travail que je trouve assez intéressant, où en fait, c'est exactement le même concept. On va utiliser, dans ce cas-là, des billes de silice parfaitement calibrées que l'on dépose pour faire un lit de billes. Donc, en fait, voilà le gabarit. Cette fois-ci, c'est un lit de billes minérales. Dans un deuxième temps, on infiltre ce lit de billes avec un polymère, donc du polyferrosénil silane, avec les agents qui permettent de le polymériser. Donc ça, c'est une première étape. Donc voici les précurseurs, donc qui sont des précurseurs donc du polyferrosénil silane, qui vont polymériser. Vous voyez bien qu'il y a des fonctions vinyles qui ne demandent qu'à polymériser en présence de promoteurs de radicaux. On irradie en fait sous UV pour établir la polymérisation, puis ensuite on élimine la silice par lavage dans un milieu acide fluorhydrique dilué. On obtient donc, vous voyez, un cristal photonique, mais cette fois-ci qui va être entièrement constitué de polymères organiques avec des points de réticulation qui vont être contrôlés, je dirais, en fonction de la teneur des ajouts organiques et du temps d'irradiation. Et donc ensuite, ce film de cristal photonique purement organique peut être transféré dans un système électrochimique, et typiquement une électrode conductrice à transparente du type indium dopé à l'étain pour faire un dispositif électrochimique. Et donc là, ce dispositif électrochimique peut servir d'électrode électroactive, et vous allez voir que finalement, trempant dans un électrolyte contenant, l'électrolyte c'est du glutaronitrile, contenant, vous voyez, des sels avec du lithium mais également des gros anions. Lorsque vous soumettez finalement cette cellule électrochimique à une tension par exemple positive, eh bien en tension positive, vous allez avoir en fait une réaction d'oxydoréduction sur les atomes de fer, donc qui vont perdre des électrons en oxydation. Et donc pour compenser finalement la réaction d'oxydation, eh bien pour compenser la charge, vous allez avoir les gros anions du milieu réactionnel qui vont rentrer à l'intérieur entourés de solvants. Mais il ne faut pas oublier, cette fois-ci, on n'a pas un réseau de silice. On a un réseau de polymères. Et polymères, ça veut dire que si on a ajusté les conditions de réticulation, il y a une certaine souplesse. Et donc, ce qui se passe, ce que vous voyez ici, c'est que pour différentes tensions, avec des temps de réaction, vous voyez, qui sont de l'ordre de quelques secondes, parce que simplement, c'est un système diffusif qui est basé sur l'insertion, finalement, des anions, vous voyez un changement de couleur, où on peut ajuster la couleur. Et le changement de couleur que vous voyez, c'est le déplacement de la réflectance, du pic de Bragg, c'est de la couleur géométrique, simplement parce que le fait de faire rentrer des anions dans le réseau, eh bien, ça entraîne un gonflement du réseau et donc vous changez finalement le pas du réseau. Donc c'est pas un colorant, c'est vraiment un changement du pas du réseau et vous voyez ça se voit bien par l'évolution de la réflectance, ça se voit encore plus nettement par les variations de la couleur. Donc ça, c'est une façon d'utiliser finalement ces approches minérales-sol-gel, mais en mettant en valeur, je dirais, la partie polymère. Donc c'est bien une coloration, je vous le rappelle, qui vient de la variation finalement, la contraction-dilatation du réseau de polymères. Alors,
Je vous ai dit, donc là, c'était les façons de contrôler, enfin, quelques façons de contrôler l'hétérogénéité au niveau donc des séparations de phases, au niveau donc de l'utilisation d'objets déjà préformés et parfaitement contrôlés. Mais là, on contrôle l'hétérogénéité à quelques microns, voire en dessous, dans la séparation de phase, ou, je dirais, à l'échelle de 100 nanomètres, avec pas mal de systèmes à base de latex. Si on veut contrôler l'hétérogénéité à une échelle plus petite, à l'échelle de quelques nanomètres, eh bien, à nouveau, en fait, on va jouer sur des aspects séparation de phase contrôlés. En fait, les meilleurs systèmes sont les phases micellaires. Donc, on va utiliser, en fait, des précurseurs sol-gel avec des tensioactifs, donc des molécules amphiphiles. Donc, ça, via un assemblage coopératif où on va avoir en même temps la polymérisation minérale et la formation des micelles, on va pouvoir former, vous voyez, des réseaux micellaires complètement encapsulés par la phase minérale pour former des matériaux qui peuvent être hybrides dans le cas où ma fonction de départ porte une fonction organique ou totalement minérale. Et donc, ceci donne des matériaux dont je vous ai déjà parlé, des matériaux mésoporeux, après avoir éliminé les tensioactifs. Donc, on libère une porosité parfaitement ordonnée qui est clairement visible par diffraction des rayons X, mais également par microscopie électronique en balayage. Et donc, en fait, la nature des amphiphiles choisis va aussi gérer, je dirais, le type de phase obtenue, la stabilité de ces phases et un certain nombre de paramètres physico-chimiques du matériau final. Alors, ces amphiphiles peuvent être soit moléculaires, soit macromoléculaires, et je vais essayer de vous montrer pourquoi c'est intéressant d'utiliser des systèmes macromoléculaires. Bon, évidemment, ces matériaux mésoporeux, lorsqu'on utilise en fait des phases bilaisères à base de molécules ou de macromolécules, eh bien, permettent de régénérer non seulement la phase hexagonale, mais également d'autres phases cubiques de différents types qui sont, je dirais, illustrés par ces modèles simplifiés, mais qui sont également caractérisés par microscopie électronique, comme vous le voyez en fait dans les différents clichés du bas. Mais il y a quand même une limitation à utiliser finalement des molécules amphiphiles moléculaires. En particulier, au niveau du choix des diagrammes de phase, on est beaucoup plus limité avec des simples molécules qu'avec des milieux polymériques. Très souvent, on obtient plutôt des phases hexagonales. Donc on peut sortir du diagramme de phase hexagonal, mais ça demande d'utiliser des agents de gonflement, de jouer sur les courbures. Et donc, lorsqu'on a des systèmes de micelles hexagonaux de ce type, donc des micelles cylindriques, eh bien, à partir du moment où on cherche de l'accessibilité, ben, elle est réduite puisqu'on a des dépôts 2D qui sont pour l'essentiel les micelles cylindriques à plat sur le substrat. Également, le fait d'avoir des molécules de petite taille comme gabarit, eh bien, la taille des pores accessibles reste limitée. Bon, on peut toujours jouer sur les agents de gonflement, mais ça reste quand même limité. Et puis, le fait d'avoir en fait des petites molécules, eh ben, on va forcément avoir une limite sur l'épaisseur en fait de la taille des parois des pores, qui en général, pour les surfactants les plus classiques, les plus traditionnels, comme les alkylammonium à longue chaîne, sont des parois de l'ordre de 1 à 2 nanomètres d'épaisseur. Donc ça, c'est un des points. Donc pour répondre en fait à ces différentes difficultés, les copolymères et les amphiphiles, eux, donnent de façon beaucoup plus directe en fait des mésophases cubiques et des mésophases bicontinues. Les amphiphiles de plus grande taille, qui sont les polymères, vont nous permettre d'obtenir des pores, donc des trous de taille plus grande, et également des murs en fait d'épaisseur plus grande. Donc ça, c'est un point important. D'autre part, on va pouvoir, en jouant sur les séquences du polymère utilisé, du polymère amphiphile, obtenir des systèmes pour lesquels le contraste entre la partie hydrophile et hydrophobe est plus marqué, également avec des stabilités thermiques de certains maillons du polymère qui vont être mieux contrôlés que dans une espèce moléculaire simple. Donc, une des grandes ouvertures qui a été développée dans la littérature, c'est l'utilisation non pas de tensioactifs moléculaires, mais de polymères à bloc. Alors là, cette chimie, en fait, est très très riche, la chimie des polymères à bloc. Simplement pour l'illustrer, voici en fait quelques polymères à bloc linéaires, des triblocs,
basé sur du polystyrène, donc 2 blocs hydrophobes, polystyrène, polybutadiène ou polyéthylène, cobutylène, et un bloc hydrophile. Et donc en fonction donc, de la longueur des blocs, eh bien, vous obtenez, vous voyez, différents types de ségrégation parfaitement contrôlées avec différents types de morphologie et de structure. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus riche déjà sur un système à 3 blocs. C'est énormément plus riche que tous les diagrammes de phase que l'on peut faire, par exemple, avec un tensioactif du type CETAB. Donc ce que vous voyez en dessous, c'est finalement les illustrations. Ce sont des systèmes qui ont été modélisés. Et ce que vous voyez en dessous, c'est les données expérimentales qui correspondent, vous voyez, à 3 de ces systèmes. Et par curiosité, en fait, j'ai trouvé un travail assez ancien de Ludwig Lebler, qui sera le dernier conférencier dans la série des cours de cette année. Donc ça, c'est une possibilité qui est très intéressante, qui a été exploitée, il y a déjà des articles, mais de mon point de vue, qui n'a pas été suffisamment exploitée par, en particulier, les collègues de la chimie minérale. Alors voilà, par exemple, le genre de diagramme de phase que l'on peut obtenir avec un système à 2 blocs, un bloc polyisoprène hydrophobe, un bloc polyéthylène oxyde qui va être hydrophile, mais à partir du moment où on va combiner ces systèmes de polymères avec de la chimie sol-gel ou de la chimie, je dirais, basée sur des réactions d'hydrolyse et de condensation, eh bien, on va forcément avoir un pseudo-système à tribloc où le bloc hydrophile va interagir finalement avec les polymères en croissance qui sont les aluminosilicates hybrides. Dans ce cas-là, c'est un travail qui a été fait par Wissner à partir donc d'un générateur d'aluminate et une molécule, un organosilane porteur d'un groupe époxy. Vous voyez évidemment qu'il y a des couplages très faciles à obtenir. Alors donc ça permet de générer maintenant un diagramme de phase, mais je dirais plutôt un diagramme d'état qui va dépendre en fait de la nature des blocs et du contrôle cinétique qu'on va pouvoir avoir sur la polymérisation minérale. Donc ça donne, vous voyez, une très très grande richesse de phases également, mais cette morphologie contrôlée, eh ben, forcément, elle a ses limites, parce que ça peut apparaître comme à la fois, je dirais, soit un rêve, parce que finalement, on a l'impression qu'on va pouvoir créer des matériaux sur mesure à peu près à volonté, avec des richesses d'interpénétration et de structures non très intéressantes, ou bien ça va être un casse-tête et ça peut être un cauchemar, parce que finalement, comment naviguer en fait dans ce système des phases. Donc en fait, je vais tourner un petit peu le problème un peu à l'envers. Ces systèmes peuvent être intéressants, en particulier si je ajuste la composition à ce niveau-là. Eh bien, ce que j'obtiens, vous voyez, c'est sans doute un matériau très intéressant pour les études chimiques et physico-chimiques. En fait, c'est une structure cubique où vous avez 2 réseaux de tuyaux qui sont totalement décorrélés, qui sont représentés ici en bleu et en marron. Donc c'est sûr que c'est le rêve du chimiste ou du physico-chimiste d'utiliser ce genre de système, de les comprendre, mais imaginez le cauchemar que ça peut être pour un plombier, en fait, d'avoir des systèmes de canalisation aussi complexes et totalement interconnectés. Et c'est ce qui a été appelé par le groupe de Wissner, en fait, le modèle structural, c'est le cauchemar du plombier. Alors ce que vous voyez ici, ce sont des échantillons calcinés d'aluminosilicates, vus par microscopie électronique, dont les parties claires sont les parties où il n'y a pas de matière, les parties foncées sont les parties où vous voyez en fait de l'aluminosilicate. Et ce que vous voyez très facilement, vous avez une structure cubique et vous reconnaissez très facilement les axes ternaires ou les axes quaternaires qui sont caractéristiques de la structure cubique. Alors bien entendu, en fait, ces composites peuvent être développés avec différents types de formes, en étalonnant, je dirais, la composition et la physico-chimie du système. Ça, c'est un autre exemple beaucoup plus récent de l'équipe de Wissner, où cette fois-ci, vous voyez, en utilisant des polymères triblocs avec deux groupes hydrophobes, polyisoprène, styrène, un groupe hydrophile, polyoxyde d'éthylène, c'est souvent ce groupe-là qui est utilisé, qui va en fait se connecter, s'assembler avec les parties hydrophiles des polymères minéraux, vous obtenez, voyez, des aluminosilicates ou des oxydes de niobium, soit par des voies hydrolytiques ou non hydrolytiques, avec des structures qui sont très intéressantes, qui sont fascinantes, et vraiment des très belles morphologies. Alors, pour en fait faire une petite digression, je vous ai parlé de polymères à bloc, avec essentiellement centré finalement sur la chimie des polymères, et on utilise finalement la partie minérale, dans ce cas-là, pour faire
un nouveau composé hybride tribloc en utilisant en fait la minéralisation de précurseurs d'alumine ou de silice. Alors j'ai trouvé un travail qui vient à nouveau du milieu polymère, qui est un milieu, je dirais, que je trouve particulièrement créatif, qui en fait utilise finalement des réactions basées sur une physico-chimie assez simple, des réactions de solubilité finalement de polymères dans les solvants pour créer des systèmes de polymères à bloc hybrides. Alors je m'explique. Ceci représente en fait une nanoparticule d'or anisotrope. Ça peut être synthétisé, je dirais, de façon relativement facile. Elle expose en fait des phases particulières, des phases 1,1,1 aux extrémités et des phases 1,0,0 dans le cas présent sur le côté. Pour des raisons donc d'énergie de surface, les molécules très polaires comme le CETAP viennent s'absorber en double couche en fait sur les parties latérales du nanotube en or. Et donc un polystyrène porteur d'une fonction thiol, qui a une bonne affinité polaire, vient lui se fixer finalement sur les faces 1,1,1. Donc ça permet, en fonction du rapport polymère-CETAB, d'ajuster finalement, que l'on doit ajuster, ça permet d'obtenir des objets hybrides dans lesquels on développe finalement une double couche le long du tube d'or, et aux extrémités, en fait, viennent se fixer un polystyrène grâce à ses fonctions thiol. Alors ça, c'est très soluble dans un solvant comme le diméthylformamide. Alors maintenant, l'idée, bon, vous avez un bloc A, B, A, et donc connecter ce système, eh bien, ça peut être fait via en fait la physico-chimie, en fait, une variation des conditions physico-chimiques. Par exemple, si on rajoute des toutes petites quantités d'eau dans le solvant, eh bien, il va y avoir deux effets. Ce qui va se passer, c'est que l'eau est un mauvais solvant pour le polystyrène. Et donc, de ce fait-là, eh bien, le polystyrène va essayer de minimiser son interface avec le solvant et va venir se coller, en fait. On va coller, finalement, ces nanoparticules anisotropes d'or via les polymères de polystyrène, par interaction, je dirais, entre les systèmes. Et donc, vous voyez, on développe vraiment, dans ce cas-là, un pseudo, je dirais, copolymère à bloc. Donc ça, ce sont les clichés de microscopie électronique. Donc, évidemment, en fonction des conditions physico-chimiques, on peut également faire varier la distance entre les deux, entre les tiges. En fait, les tiges d'or, cette distance peut varier. Bon, si vous voulez qu'on en discute après, je pourrais vous expliquer pourquoi. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on voit par microscopie électronique. Et on voit ça également. Vous voyez, ça, c'est l'évolution de la distance mesurée, en fait, en fonction du taux d'eau, tout simplement. Donc, c'est l'eau qui est un mauvais solvant qui, finalement, oriente, finalement, la formation de ces espèces. Alors ça se voit également par mesure optique, la réponse optique de l'or. Bon, vous savez tous que les nanoparticules d'or, une de leurs caractéristiques, c'est d'avoir un spectre d'absorption dans la partie visible. C'est ce qui donne la couleur des verres dans les cathédrales, des vitraux. Et donc c'est ce qu'on appelle la plasmonique de l'or. Et donc cette plasmonique dépend finalement d'un certain nombre de paramètres, dont la taille des objets, leur agrégation, la distance interobjet. Et c'est ce qu'on voit ici très bien sur cette évolution. En fonction du taux d'eau, en fait, on voit évoluer le pic plasmon en fait, de cet assemblage. Alors, en changeant les paramètres physico-chimiques, eh bien, on peut décrire, dans ce cas présent, un espèce de... Il faut regarder ça de loin. À nouveau, c'est un espèce de diagramme de phase, de blocs copolymères, dans lesquels je vais passer de systèmes qui forment des boucles à des systèmes qui forment des longues chaînes, à des systèmes qui s'agrègent en sphères ou en petits fagots. Et donc, je décris un diagramme de phase hybride à partir en fait d'assemblage de nanorods, de nanotiges d'or et de polymères de type polystyrène fonctionnalisés par des thiols. Alors maintenant, après cette petite digression, revenons sur les matériaux mésoporeux. En fait, les matériaux mésoporeux, je vous ai montré qu'il y avait des tas de géométries qui étaient possibles, accessibles, des grandes surfaces et surtout, on peut confiner des espèces et faire de la chimie en milieu confiné. Donc là, je vais vous montrer un certain nombre d'exemples qui ont été développés dans la littérature. Utiliser par exemple un matériau mésoporeux, je dirais un des plus simples, une silice mésoporeuse, pour venir greffer, via une réaction d'hydrolyse-condensation de surface, un groupement porteur d'un brome. Et donc ça va permettre d'initier finalement une polymérisation radicalaire contrôlée à partir de la surface, mais
pour ce genre de réaction, le catalyseur qui permet justement le contrôle, en fait, via la formation d'espèces dormantes, Bernadette Charleux, vous en avez fait un exposé assez substantiel pendant sa première leçon, eh bien, vous pouvez contrôler la taille des polymères formés. Mais il y a quand même un petit détail, c'est que le cuivre est le catalyseur. Donc, si vous ne prenez pas soin de cacher les OH restants avec ce genre de molécules, eh bien, vous avez toute une partie du catalyseur qui vient s'absorber sur la surface. Et à ce moment-là, vous perdez toute une partie de l'efficacité et du résultat que vous recherchez. Donc ça a été fait pour des polymères assez simples comme l'acrylonitrine, pour beaucoup d'acrylates de ce type. Donc ça, c'est une façon de créer de la fonctionnalité et surtout, c'est une façon de contrôler à partir de la surface. Donc on peut très bien contrôler la taille des polymères et le développement, le volume en fait, de polymères développés à partir de la surface. Et donc c'est un peu dans cet esprit-là que j'ai trouvé ce travail où vous voyez on utilise à nouveau une silice mésoporeuse, on fait une polymérisation contrôlée du méthylmétacrylate, première polymérisation, de telle façon à obtenir en fait une couche de surface uniquement. Dans un deuxième temps, on remplit en fait le système avec une molécule de type pyrrole, mais ça aurait pu être du thiophène. Une polymérisation oxydative pour faire du polypérol à l'intérieur en fait, du mésopore. Donc on obtient un système à 3 niveaux de composition chimique. Maintenant, on lave la partie silice en verte avec de l'eau en milieu acide fluorhydrique dilué et on obtient, vous voyez, des nanocaps de polymères conducteurs gainés en fait, de polyméthylmétacrylate. Bon, à quoi ça sert? Personnellement, je n'en sais rien. Mais en fait, non, ce qui est important, c'est de voir en fait, comment les gens imaginent et développent ce genre de stratégie parce que c'est une façon également d'apprendre. Alors, les mésoporeux parfaitement calibrés, eh bien, en face, on peut mettre des polymères qui sont également connus pour leur calibration, je dirais, excellente. Ce sont les dendrimères. Donc ça, c'est un travail qui a été fait par le groupe de Berkeley, où on utilise, vous voyez, un dendrimère de type Paname avec des groupements hydroxylés, de taille bien calibrée. Donc on a des groupements complexants pour des cations. Ces cations vont rentrer dans le dendrimère, puis avec une réaction de réduction avec un réducteur, je dirais, classique, un borohydrure, on obtient finalement l'équivalent d'une nanoparticule par dendrimère. Ce dendrimère, vous voyez, est porteur de fonction amine, ce qui veut dire que dans les conditions de pH 5, eh ben, les ammoniums, ce sont des ammoniums qui vont être chargés positivement. Et donc, la silice, elle, qui a un PCN un PIE de 2 à 3, elle va être négative. Donc, il n'y a pas de problème. On va facilement faire pénétrer, finalement, ces dendrimères de façon à disperser de façon très, très homogène ces nanoparticules métalliques qui, dans le cas présent, sont du platine et du rhodium, et donc qui sont de très bons catalyseurs. En fait, ces systèmes ont été testés en catalyse de l'hydrogénation des alcènes et ont montré une très bonne efficacité. Alors, ce que je vous montre là, c'est plus des modes de construction pour que vous voyez les approches des différentes communautés, comment on arrive à positionner exactement des fonctions, des systèmes dans ce genre de système poreux. Alors ça, c'est un travail où on va jouer finalement sur la perméabilité des membranes. C'est un travail qui a été fait par le groupe de Calvo et de Gallo-Soler-Ilia. En fait, l'idée est assez séduisante et simple finalement, c'est d'utiliser une silice sur laquelle, une silice qui est représentée ici par ces deux traits, ça représente le pore, sur laquelle on vient, via une réaction de greffage, fixer un polymère zwitterionique. Et donc, on va étudier finalement la pénétration à travers cette membrane, cette silice étant connectée à une électrode conductrice, en fonction, par exemple, du pH. Alors, ce que l'on voit, c'est qu'à des pH, je dirais, supérieurs à 5, connaissant le PIE de la silice, le point isoélectrique de la silice qui est à 2 et celui de la partie organique du zwitterion qui est à 5, à partir du moment où je suis au-dessus de 5, je dirais l'ensemble de mes espèces vont être négatives, et en fait, je vais avoir une membrane qui va être sélective, c'est-à-dire que si je regarde par électrochimie, en voltammétrie cyclique, par exemple, un système qui va être cationique et un système anionique, donc du ruthénium ou du ferrocène, du ferrocyanure, pardon. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir voir, en fait, en fonction de la charge de mes ions, lesquels pénètrent et lesquels ne pénètrent pas. Alors, ce que vous voyez, c'est qu'à pH 5, c'est négatif. Donc, finalement, les ions négatifs sont tous repoussés, alors que je n'ai pas de problème d'accessibilité des espèces cationiques comme le ruthénium. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, si je descends le pH, je vais me positionner à un pH de l'ordre de 3, dans lequel, finalement, le zwitterion, lui,
va avoir modifié finalement sa charge, donc va se trouver positif. Par contre, à pH 3, je suis encore dans le domaine négatif pour la silice. Et donc, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir un effet de barrière totale à ces pH-là. Les deux systèmes, aussi bien le cation que l'anion, ne vont pas pénétrer, en fait. Il va y avoir un écran, donc on voit un début de pénétration de l'anion. Évidemment, lorsqu'on descend en pH, à ce moment-là, on va changer finalement la charge de la silice et on va commencer à voir le passage des anions. Alors, un dernier exemple qui concerne en fait l'utilisation finalement de ces greffages sur matériaux mésoporeux. Ça, c'est un travail assez récent que j'ai trouvé dans Chemcom, qui est très intéressant. C'est l'utilisation finalement des propriétés physico-chimiques de gonflage et de dégonflage des polymères en fonction de la nature du solvant. En fait, ce qui était utilisé dans ce cas-là, c'est à nouveau une silice mésoporeuse qui va être chargée en fait avec un principe actif. Dans le cas présent, c'est simplement une fluorescéine. Alors, le polymère est greffé sur la surface de la silice mésoporeuse avec un polymère qui est de l'isopropyl-acrylamide et qui est bien connu, c'est le polynipane, pour ses propriétés thermosensibles. En particulier, ce sont des polymères qui, en fonction de la température, ce qu'on appelle la température critique, en fait, en fonction de cette température, vont passer d'un système où ils vont être totalement miscibles et avec des interactions très favorables avec le solvant, et donc ces brosses vont être complètement déployées. Et au-dessus de la température critique, eh bien, les brosses vont être complètement contractées et donc refermer finalement le système poreux. Donc ça, c'est ce qui a été fait par cette équipe en utilisant, vous voyez, un polynipane modifié avec un fragment qui est du 2-nitrobenzyle. Vous voyez, c'est un fragment ester qui est photodégradable. Hein. Donc on va pouvoir photodégrader ce système. Alors on charge la silice mésoporeuse à cette température-là avec d'abord les molécules invitées, et puis on est à une température telle, même à l'ambiante, puisque la température critique de ce polymère, de ce copolymère est très basse, eh bien on est dans le régime au-dessus, c'est-à-dire on est dans un régime, une fois qu'il est fixé, on a les brosses qui sont complètement repliées sur elles-mêmes. Alors, si on envoie un faisceau de lumière, ce qui va se passer, c'est qu'on photolyse cette liaison. Donc on libère finalement le fragment hydrophobe, et à ce moment-là, la température critique pour le nouveau polymère remonte forcément, puisque vous rendez finalement, vous générez finalement une composante plus hydrophile, et ça vous permet de remonter finalement cette température de miscibilité. Ce qui se passe, c'est que dès que vous irradiez avec un système de photons UV, eh bien, le polymère donc change grâce à cette coupure, change sa température critique, et la brosse en fait s'étend en fait totalement. Vous avez un parfait accord, un mariage entre le solvant et le polymère, et ça permet de libérer finalement un principe actif. Donc ce que vous voyez ici sur transparence, c'est l'évolution de la fluorescence. Alors ça, c'est le système sans être irradié. Donc vous avez une évolution, mais dès que vous irradiez avec une lampe, vous voyez très clairement, eh bien, ça vous permet de libérer le principe actif qui est la fluorescéine, c'est simplement une sonde. Et ça a été utilisé en fait en incubant des cellules avec ces nanoparticules, avec ces portes thermosensibles. Ce que vous voyez ici, c'est de la microscopie confocale sur des cellules. Évidemment, les particules mésoporeuses sont trop grosses finalement pour aller jusqu'à pénétrer les noyaux. Donc sans irradiation, ce que vous voyez, c'est simplement dans la cellule, autour du noyau, vous voyez l'émission de la fluorescéine, mais elle n'a pas pénétré le noyau. Dès que vous irradiez à ce moment-là, le polymère en fait change sa température critique. Donc la brosse se déploie, la fluorescéine est relarguée, et à ce moment-là, elle, c'est une petite molécule, et elle peut pénétrer à l'intérieur du noyau. Hein. Donc c'est simplement une démonstration de principe. Alors, ce que je voudrais vous dire, je parlais beaucoup de membranes, il y a quand même une thématique qui concerne les membranes, je dirais, qui nous concerne tous, c'est toutes les membranes associées aux problèmes énergétiques, en particulier les membranes pour les piles à combustible. Donc une pile à combustible, je vous rappelle très simplement que c'est un système qui va fournir de l'électricité, mais surtout basé en fait sur deux réactions électrochimiques, un combustible, un réducteur qui s'oxyde à l'anode comme l'hydrogène, mais ça peut être autre chose. Et donc à la cathode, vous allez avoir la réaction en fait du comburant qui est l'oxygène pour
je dirais dans l'exemple le plus simple. Donc cette réduction cathodique va vous permettre en fait de réduire l'oxygène en eau. Et donc au niveau du bilan, ce que vous allez avoir, c'est en fait deux réactions électrochimiques qui vont vous permettre de créer en fait des charges. Et donc c'est ici que vous allez pouvoir récupérer finalement du courant. Et pour compenser finalement ce trajet des électrons, vous avez également des réactions qui se font dans la pile à travers finalement depuis l'anode jusqu'à la cathode, et vous avez en fait diffusion des protons à travers une membrane. Alors bon, il y a des tas de problèmes matériaux à résoudre dans une pile à combustible. Aujourd'hui, je ne vais parler que du problème membrane. En fait, cette membrane, elle doit à la fois être parfaitement étanche du point de vue électronique, mais laisser passer les ions. Elle doit montrer une bonne flexibilité mécanique, ne pas trop gonfler. Évidemment, une très bonne conduction protéinique. Elle doit être faiblement perméable au gaz. Elle doit être avec une résistance chimique et thermique plus que raisonnable. Vous voyez, donc ça fait un cahier, je dirais, un cahier d'exigences qui sont assez importants. Alors, il y a quelques années, en fait, on avait essayé de développer un concept, une façon de voir les choses, c'est-à-dire d'essayer de générer une membrane en une seule étape. C'est-à-dire d'utiliser un polymère et disperser en fait dans le polymère qui va servir en fait de tenue en fait pour la membrane une silice hybridée qui elle devrait servir finalement de réseau pour la conduction protéinique. Alors, le tout en présence de tensioactifs de telle façon à gérer au mieux, je dirais, les aspects interface entre le polymère et la silice et à générer en fait des systèmes tubulaires méso-organisés. Alors ça, c'était une preuve de concept. Vous voyez, on obtient des membranes avec une structure hiérarchique et la partie silice se développe avec une hiérarchie jusqu'à des systèmes mésoporeux de type hexagonaux. Mais cette preuve de concept a été montrée essentiellement, vous voyez, sur du polyvinyl butyral qui avait quand même une forte qualité, c'est d'être pas si hydrophobe que ça, d'une part, mais qui n'avait pas d'intérêt en soi au niveau des propriétés mécaniques en particulier ou des propriétés, je dirais, de tenue à long terme dans une membrane. Alors ensuite, une fois que la preuve avait été montrée, donc là, il y a eu un travail, je dirais, très conséquent, en particulier de Christelle Laberty au laboratoire, pour essayer finalement de trouver des conditions qui sont des conditions les plus intéressantes pour la pile à combustible. À ce moment-là, il fallait prendre un polymère, il fallait dissocier en fait les problèmes, c'est ce qu'on avait essayé de faire, entre un polymère totalement hydrophobe, mais qui ait des très bonnes propriétés mécaniques et qui soit, je dirais, facile à mettre en œuvre, et les réseaux de conduction assurés par à nouveau une silice hybride en présence de groupements sulfonates, qui vont permettre d'assurer une conductivité protonique. Alors là, il y a eu énormément d'essais de fait par différentes stratégies, en particulier en utilisant les techniques basées sur de la coulée-évaporation de membrane. Et hélas, je dirais que dans toutes ces stratégies, on s'est toujours retrouvé avec des conductivités protoniques, même avec 100% d'humidité relative, relativement faibles, et tous ces réseaux formés d'un polymère qui, cette fois-ci, était intéressant et très hydrophobe. Vous voyez, ça c'est un cliché de microscopie, une cartographie EDX d'une microscopie à balayage. Eh bien, vous voyez la silice en bleu et le polymère en vert, vous voyez chacun vit sa vie. Il n'y a pas vraiment une connexion complète du réseau de conduction. Alors bon, en même temps, on travaillait sur un autre projet, on s'est dit, si le réseau de conduction ionique ne fonctionne pas avec des systèmes sphériques, autant utiliser des silices anisotropes, et à ce moment-là, on va obtenir un réseau qui va percoler de façon beaucoup plus évidente. Ça, c'était la théorie. La pratique, elle est que, oui, on obtient des membranes qui gonflent pas, qui mécaniquement sont intéressantes, mais au niveau des conductivités, eh bien, à nouveau, on reste, je dirais, dans des conductivités qui sont pas du tout intéressantes. Alors, finalement, la rupture, en fait, au niveau de la qualité de ces membranes, elle a été faite en associant, en fait, toute notre connaissance antérieure, l'utilisation de ces polymères très hydrophobes, en rajoutant également des agents d'interface,
hein, mais surtout en couplant cette chimie sol-gel. Vous voyez, on a les mêmes précurseurs, on a également la source de protons qui va être ce groupement SO2Cl qui va se transformer en sulfonate, en créant en fait des matériaux multi-échelles, mais en couplant cette chimie avec du procédé, en particulier un système d'extrusion et d'extrusion électroassistée. Donc en fait, c'est un système d'extrusion qui est couplé à un champ électrique. Ça vous permet d'obtenir en fait des réseaux de fibres que vous pouvez enrouler sur un tambour, ou même vous pouvez obtenir, vous voyez, des fibres et des tissus. Mais cette fois-ci, le procédé va imposer une texture tout à fait particulière aux matériaux. Et c'est là que finalement, on a été gagnant. Donc ça, c'est un travail récent de Christelle Laberty. Cette fois-ci, le matériau, avec à peu près les mêmes compositions, vous voyez, ne se présente pas du tout de la même façon. En fait, le polymère qui assure la mécanique, ça va être un réseau de tiges et qui vont être enrobés au premier ordre avec de la silice. Et la silice va faire un espèce de manteau continu. C'est ce que vous voyez ici dans la cartographie X. Hein, les parties PVDF sont en verte, et ce que vous voyez en rouge, en rosé, ce sont les parties silice. Ça ressemble un petit peu à une espèce de treillis de béton armé. Et cette fois-ci, vous avez une propriété mécanique qui peut être assurée par la fibre, mais également vous avez un réseau de conduction qui devrait être tout à fait raisonnable. Et en effet, voilà les résultats que Christelle m'a passés il y a très peu de jours, en fait. Donc c'est vraiment de la recherche en train de se faire. Donc ici, vous avez l'évolution de la conductivité en fonction du taux d'humidité. Et donc ce que vous voyez, ça c'est les membranes, les meilleures membranes obtenues par coulée-évaporation. Donc en fonction quand on a le taux d'humidité, bon, je dirais aux alentours de 80%, j'ai pris ce point-là, on a 1 millisiemens par centimètre. Première chose. Les nouvelles membranes faites avec ce procédé d'extrusion, vous voyez, on est largement dans les mêmes zones que le Nafion, à 100 millisiemens par centimètre, avec ces taux relatifs d'humidité. Parce que l'un des paris, l'un des challenges, c'est de pouvoir faire travailler ces membranes, non pas à 50 degrés ni à l'ambiance, mais de pouvoir les faire travailler à des températures supérieures à 100 à 120 degrés, de telle façon à optimiser en fait certaines parties catalytiques de la membrane dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui. Alors, ce qui est très intéressant dans le travail qui a été fait ici, c'est que maintenant vous regardez les propriétés mécaniques. À 60 degrés, la membrane faite par extrusion électroassistée, vous êtes à 113 MPa, et à 120 degrés, la température que l'on vise pour travailler, 75 MPa. Les membranes avec des compositions chimiques analogues au départ, faites par évaporation coulée, 7 MPa à 60, 2 à 120, et même le Super Nafion 212 se retrouve, vous voyez, à des températures de 120 autour de 3 MPa. Donc il y a une partie du travail qui est bien avancée. Bon, je dirais que ce n'est pas encore la membrane qui va tout remplacer, mais je dirais que là, on commence à sourire, on commence à avoir des aspects très positifs dans ce genre de recherche. Alors, pour terminer, je voulais simplement vous parler d'un ou deux domaines, des domaines qui sont un petit peu à la mode. En fait, c'est tous les aspects biopolymères et minéralisation. Il y a une très forte activité. Je pense que je garderai finalement ces données-là pour faire un séminaire d'1 heure parce que c'est très difficile à balayer en peu de temps, mais il y a un fort mouvement à l'heure actuelle aux scientifiques sur toutes les interactions, je dirais, polymères, mais au sens biopolymère, polymères naturels, et des processus de minéralisation. Donc je vous montre juste quelques photos pour illustrer. Donc ça, ce sont des oxydes de titane faits en présence donc de silafine dans le cas présent ou de protamine, donc avec des formes variables. Également, il y a pour les gens du laboratoire qui sont dans la salle, il y a des choses intéressantes au niveau du concept d'agrégation ordonnée également dans ces systèmes-là. Alors, est-ce que c'est une forte activité associée à une mode, simplement? Forcément, il y a une partie de mode, mais je pense qu'au-delà de la mode, c'est vraiment un sujet qui est très intéressant à explorer, mais ce sont des systèmes qui restent complexes. Donc, en parallèle, il faut absolument continuer à explorer des modes de synthèse de matériaux hybrides modèles, donc des systèmes à base de polymères de synthèse minérale qui nous permettent d'avoir une construction raisonnée et en particulier de mettre en évidence l'importance de ces couplages entre la chimie et le procédé, ce qui nous permettent d'obtenir des nouveaux matériaux et en tous les cas ce sont d'excellents terrains d'entraînement, peut-être pour mieux comprendre des aspects basés en fait sur la biominéralisation. Et donc en particulier, une des caractéristiques des systèmes naturels, justement, c'est la construction de structures hiérarchiques. Et je dirais que pour aller vers des structures hiérarchiques, on peut les obtenir, je dirais, dans certains cas, je vais vous montrer de façon directe, mais avec une compréhension limitée.
Mais la base, en fait, de la construction des structures hiérarchiques, c'est de développer une véritable physico-chimie des formes, et je vous en dirai 2 mots. Juste 2 exemples qui résument un petit peu les différentes approches, finalement, dont nous avons discuté aujourd'hui. Les structures hiérarchiques qui peuvent être obtenues par combinaison de gabarits. Alors là, c'est peut-être pas très clair sur la photo. On obtient en fait un premier moule à l'échelle de 10 microns grâce en fait à des tampons de polydiméthylsiloxane. Vous ne voyez pas, mais dans les interstices créés par ce premier moule, eh bien, je peux injecter, en fait, Galnestky, Brachmelka et leurs collègues ont injecté en fait des billes de latex à une échelle maintenant submicronique. Donc ça permet d'avoir une seconde taille. Et dans l'interstice créé par les billes de latex, à ce moment-là, je peux infiltrer un précurseur de type sol-gel chimie douce, un précurseur de silice, en présence de tension active, de telle façon à générer dans l'interstice entre les billes une silice mésoporeuse organisée. Et ensuite, je nettoie en fait toute la partie organique que je brûle, dans le cas présent, pour obtenir, vous voyez, des structures hiérarchiques à 3 niveaux, avec un contrôle qui va de quelques nanomètres jusqu'à plusieurs microns. Donc ça, c'est une façon de faire. Et je peux le faire également en une étape, grâce par exemple au procédé aérosol, en couplant, vous voyez, dans le bas réactionnel d'un procédé aérosol, eh bien, un petit peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui, des silices mésoporeuses, des précurseurs forcément qui peuvent être fonctionnels ou non, des micelles et également, pourquoi pas, des billes de latex. Alors ça donne finalement des objets de ce type, c'est simplement pour les yeux, vous voyez, des objets où on a un contrôle sur la hiérarchie. Là, les latex sont partis, ce que vous voyez, c'est des trous, mais ce que vous voyez, c'est des petites billes qui elles-mêmes sont mésoporeuses. Hein. Donc vraiment des matériaux multi-échelles en une étape. Hein. Donc simplement une autre photo pour vous faire voir, ce sont des travaux qui ont été faits au laboratoire avec différents types de silice. Là, ce que vous voyez, c'est un oxyde de titane mésoporeux avec en fait les mésopores libérés, les parois d'oxyde de titane. Et ici, ce que vous voyez, c'est l'empreinte d'un latex qui avait été, ça c'est un travail qui avait été fait par David il y a un petit moment. Alors, ce que je vous disais, c'est que tout ça, en fait, la base, en fait, les outils dont on a vraiment besoin, c'est justement un bon contrôle sur la chimie des formes. Et donc, j'arrive à la fin de mon exposé. C'est-à-dire, la chimie des formes, ça veut dire ce que je vous ai montré, c'est-à-dire arriver à contrôler l'hétérogénéité, l'homogénéité, absolument bien contrôler les aspects interfaciaux et arriver également à construire et à contrôler la construction de systèmes, ne serait-ce qu'avec des systèmes de billes simples. C'est déjà vraiment un très grand challenge. Vous voyez, ce travail a été fait il y a quelques années par une étudiante, Adeline Perrault, qui doit être permanente maintenant, hein, qui est dans le groupe de Bordeaux, donc de Étienne Duguay, avec une collaboration assez soutenue entre Étienne Duguay, Denis Ravenne et Élodie Bourja-Lamy. Et donc justement, j'en arrive à la fin de mon exposé pour vous présenter le séminariste qui va faire son intervention juste après ce cours. Donc c'est Étienne Duguay, qui est professeur à l'Université de Bordeaux. Bon, ça fait déjà quelques années qu'on se connaît, je pense. Hein. Donc à nouveau, peut-être que je me trompe, mais je crois que la formation initiale d'Étienne, c'est une formation dans les laboratoires de polymères. Bon, vous allez voir ce qu'il fait, c'est absolument magnifique. Alors aujourd'hui, il est professeur des universités à Bordeaux. Il coordonne une équipe de chimie des nanomatériaux avec une très forte activité dans les matériaux hybrides. Il est directeur adjoint d'un très très gros laboratoire qui s'appelle l'Institut de la chimie de la matière condensée de Bordeaux, l'ICMCB, qui est très connu au niveau national et international. Et il dirige depuis qu'on lui a demandé de se lancer dans l'excellence, je dirais, un laboratoire d'excellence qui s'appelle Advanced Materials by Design. Donc ces activités de recherche, il va vous en parler, vous allez voir, ce sont des constructions absolument très très jolies, avec un contrôle, moi qui ai suivi le travail depuis quelques années, avec un contrôle, je dirais, quasiment thermodynamique, de plus en plus performant, entre de la silice et des latex, par exemple, et donc un travail qui a été couronné par un bon nombre, je dirais, de publications dans des journaux de très bonne qualité. Voilà, j'ai peut-être été un petit peu vite comme d'habitude, mais je voulais vous donner une vue un peu large, assez large, de quelques possibilités seulement de l'interface entre les polymères, la chimie douce et les matériaux sol-gel. Merci.